I'd like to introduce Richard J'aimerais Kessler. donc vous présenter Richard Kessner. Il est professeur titulaire à l'Université McGill au département de psychologie. Cette année, il a remporté le prix Donald Hebb pour ses contributions remarquables à la psychologie en tant que science. Donc, ça, c'était cette année, 2021. Il a publié plus de 125 articles scientifiques. Ses travaux récents portent sur l'importance de l'autonomie dans l'atteinte d'objectifs personnels. Il mène de la recherche sur la fixation d'objectifs, l'autorégulation et les processus d'internalisation. Le titre de sa présentation est La théorie de l'autodétermination et la manière dont elle peut nous aider à offrir de meilleurs soins de santé aux personnes, aux familles et aux collectivités, comprendre les avantages de l'autonomie collaborative. Alors, merci beaucoup de vous joindre à nous. Thank you very much, Carmen. I want to begin Merci beaucoup, Carmen. by saying thanks to you. J'aimerais tout d'abord vous remercier, vous, Jacqueline et l'ensemble de l'équipe. I can't believe you were able to put together. Je trouve remarquable que vous ayez pu organiser une telle conférence. J'ai appris beaucoup, je vais y revenir dans un petit instant. Okay, so here are some of the things I've learned. Alors, voici quelques leçons tirées. J'allais j'allais voilà, apporter d'autres choses, mais il y a eu tellement de points intéressants que je voulais en parler un peu. Donc, hier, Mme Bowen a parlé justement des groupes linguistiques, des 4 groupes linguistiques, incluant donc des langues de l'immigration, les langues autochtones, le français et l'anglais. J'ai appris qu'il y a beaucoup de recherches sur la culture, la langue et les soins de santé. Andrew Ryder a été particulièrement intéressant dans sa manière de dépeindre des concepts de santé mentale et à quel point c'est intimement lié à la langue, aux mots, et à quel point lorsqu'un prestataire et un patient parlent 2 langues différentes ou à divers niveaux, ça peut corser les choses. Ce matin, on a eu accès à de belles ressources par QuestCrunch. J'aurais bien aimé être au courant plus tôt. Et autre chose aussi que j'ai entendu hier que j'ai bien apprécié, il y a beaucoup de problèmes liés à la motivation. Moi, justement, c'est ma tasse de thé, la motivation. C'est là-dessus que je veux m'exprimer aujourd'hui. Alors, premièrement, par exemple, comment attirer des locuteurs suédois en Finlande et comment les attirer donc pour retourner en Suède? Et moi, je n'étais même pas au courant vraiment de ces enjeux en Finlande, dont on a entendu parler hier, mais c'est un enjeu similaire au Québec. Donc, il y a beaucoup de bons talents anglophones qui décident de s'exiler du Québec, d'aller par exemple à Toronto. Donc, toutes ces questions de motivation sont particulièrement intéressantes. Donc, pourquoi les gens décident-ils de rester ou de partir, surtout dans le milieu de la santé? Les motivations, c'est très pertinent dans l'ensemble de nos sphères d'intérêt. Ma contribution principale ici, je pense que ce serait de vous dire, ou plutôt de vous présenter voilà, une théorie de la motivation sur laquelle j'ai travaillé depuis ma maîtrise il y a 40 ans. Donc, à ce moment-là, il n'y avait que les bases de cette théorie qui existait, qui avait été conceptualisée, mais je pense que c'est vraiment pertinent, cette théorie. Bien sûr, c'est mon avis. Mais voilà, je parle ici de la théorie de l'autodétermination.
j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est pertinent pour les prestataires de soins de santé, pour les gens qui se préoccupent des minorités linguistiques également. Une deuxième question à laquelle je veux répondre, c'est comment motiver nos patients, nos communautés, nos collectivités à internaliser les choses et adhérer à leur traitement, faire preuve d'observance. Comme vous le savez, en soins de santé, on sait que bon, les patients vont venir nous voir et si c'est le cas, et si on diagnostique adéquatement leur maladie, si on leur donne une prescription, que ce soit un médicament ou alors une prescription comportementale, ce qu'on apprend, c'est que plus de la moitié des gens ne seront pas en observance, ne vont pas suivre les consignes de traitement et ne nous diront pas non plus exactement ce qu'ils auront fait. Donc, ça devient difficile de les aider. Dans notre rôle, donc, on doit non seulement diagnostiquer, non seulement informer, mais s'intéresser profondément à ce qui se passe avec cette information, à comment elle est appliquée. Est-ce que il y a cette appropriation par le patient de l'information pour que le patient puisse appliquer les consignes et les recommandations? Donc, la théorie d'autodétermination est cruciale. Voici une publication qui a été publiée il y a quelques années. Il y a aussi un site web, vous l'avez eu à l'écran, auquel vous pouvez vous référer. Le cadre ici, donc cette théorie de l'autodétermination à titre de cadre. En gros, ça vient nous dire pourquoi on fait ce que l'on fait. Dans notre quotidien, typiquement, où trouvons-nous de la motivation? C'est par la fixation d'objectifs. Ici, on s'intéresse à pourquoi on se fixe les objectifs qu'on se fixe. Ce qui est particulièrement d'intérêt ici, ce n'est pas la quantité de motivation, par exemple, à commencer à faire de l'exercice. On s'intéresse davantage à la qualité des facteurs de motivation. Est-ce que ce sont des résolutions parce que votre partenaire a fait des remarques sur votre abdomen ou avez-vous été inspiré par des amis qui se sont mis à s'entraîner, qui sont devenus plus forts? Ou est-ce que c'est le médecin qui vous a dit vous devez faire de l'exercice, sinon vous allez avoir besoin de médication? Donc, ces motivations sont toutes bien différentes. Elles se situent sur un continuum. Un continuum, donc, à un pôle liberté et à l'autre pôle la pression et un contrôle qui est subi. J'ai commencé à faire des travaux de recherche grâce à HCOM et aussi QuestCren. Là-dessus, ça vient vraiment revitaliser mon point de vue par rapport à toutes ces questions. Par chance, je suis allée à l'Université de Rochester en 1978, au premier cycle, et à ce moment-là, deux brillants psychologues venaient de se réunir pour développer la théorie que je vais vous présenter. Donc, tout ce que je vous explique aujourd'hui fait partie de la vision de Rich Ryan et NDC. Et il y a maintenant des milliers de chercheurs qui travaillent sur ce cadre. Il s'agit d'une théorie humaniste. La présupposition est que tous les humains ont trois besoins psychologiques de base. Comme une plante a besoin d'eau, de soleil et de nutriments pour pouvoir se développer, les humains ont besoin
d'autonomie, de mise en lien et de compétence. Il faut que ces besoins soient satisfaits dans leur vie, dans différentes sphères de leur vie. Je vais vous expliquer davantage de quoi il s'agit. L'autonomie est bien sûr la composante la plus connue de la théorie. On se concentre là-dessus, alors que d'autres théories de la motivation ne s'y attardent pas tellement. L'autonomie, c'est de sentir qu'on a le choix d'être en authenticité et de pouvoir se comporter d'une manière qui reflète nos intérêts et nos valeurs. En gros, on sent que nous sommes l'auteur de notre vie. Le lien, maintenant, le lien ou la mise en lien. Il y a beaucoup de théories là-dessus. On parle souvent d'attachement, théorie de l'attachement. Et en plus de l'autonomie, nous considérons que nous avons besoin de connexion, de lien, c'est-à-dire de savoir que vous importez pour d'autres et que d'autres importent pour vous. Il n'est pas nécessaire, bien sûr, que tout le monde vous apprécie, mais un certain nombre, oui. Il faut qu'il y ait un certain nombre donc, de personnes qui vous apprécient et que vous appréciez. Un certain nombre de personnes. Il y a une autre composante, celle de la compétence. Je pense que les chercheurs, les étudiants portent beaucoup d'attention sur cette composante. Nous devons nous sentir comme quoi nous sommes capables de bien faire quelque chose. On n'a pas besoin d'être excellent. L'idée est qu'on se sent capable d'apprendre à faire les choses mieux. Donc, l'autonomie, l'attachement ou le lien et la compétence. Je vous recommande le petit truc pour s'en souvenir, ARC, A-R-C, en anglais, bien sûr. Donc, l'idée ici est que votre expérience à l'école, au travail, en milieu de santé, tout cela sera façonné par vos besoins, donc votre besoin d'autonomie, de connexion. Et le troisième, voilà. Donc, à savoir si ces trois besoins sont adéquatement comblés. Je vous donne un exemple. J'ai une fille de 20 ans, elle étudie à McGill. Elle vient de commencer. Elle étudie en travail social. Je pensais économiser beaucoup d'argent parce que j'enseigne à cette université, mais finalement, c'est seulement quelques centaines de dollars. Enfin, Sophie a beaucoup aimé le cégep, mais une fois qu'elle s'est rendue à McGill, elle a décidé d'aller vivre en dortoir. Elle a trouvé cela difficile. Elle voulait être en lien. Ce besoin-là n'était pas comblé. Et son besoin d'autonomie, malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Elle ne pouvait pas s'inscrire aux cours qu'elle souhaitait et elle a pris des cours qui ne l'intéressaient pas vraiment. Donc, elle n'avait pas ce sentiment de pouvoir choisir ce qu'elle voulait faire, quel cours elle voulait suivre. En matière de compétences, le programme de travail social comporte beaucoup d'étudiants qui ont déjà un diplôme du cégep et qui sont déjà sur le terrain, qui ont déjà de l'expérience. Donc, Sophie se sent comme quoi tout le monde en connaît plus que moi, ils sont prêts, ils ont une grande longueur d'avance. Donc ici, ces trois besoins au premier trimestre universitaire de Sophie, ça ne se passait pas très bien. Elle ne sentait pas beaucoup d'autonomie, elle n'était pas vraiment en lien et en connexion avec d'autres et elle ne se sentait pas compétente. Heureusement, elle a trouvé une manière de changer l'approche et à présent, ça se passe beaucoup mieux.
La première année d'université, surtout en plein contexte de pandémie, c'est difficile, bien sûr. Maintenant, je vais vous donner un exemple communautaire. Je travaille avec le Centre de ressources pour la communauté noire depuis environ 1 an et on se concentre sur les enjeux spécifiques aux jeunes adultes noirs anglophones. On veut voir comment ces jeunes adultes s'adaptent en contexte de pandémie. Si on réfléchit donc à des jeunes adultes noirs et leur expérience dans les 2 dernières années, on sait bien sûr que les communautés noires ont été durement touchées par la COVID-19 et qu'il y avait des difficultés donc à se protéger adéquatement du virus. Il est fort probable que beaucoup de jeunes adultes noirs se sont sentis comme quoi leur besoin de lien était fortement contraint puisqu'on devait se confiner. Leur besoin de compétences a peut-être été affecté parce qu'on ne pouvait pas mener nos activités comme normalement. Et généralement, bien sûr, c'était une période plus difficile. Il y a peut-être quelque chose qui est venu corser davantage la situation, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques au Québec par rapport à la langue, par rapport à la couleur de la peau, à l'origine ethnique. Et tous ces enjeux viennent nous dire que ces 3 besoins ne sont pas adéquatement comblés dans plusieurs sphères de vie. Dernier point ici, par rapport à ces 3 besoins, voilà, j'ai écrit ARC et il y a une petite flèche parce que l'autonomie et la mise en lien, euh, c'est très interrelié. Lorsqu'on est très jeune, euh, notre autonomie est intimement liée à notre attachement à nos parents. Dans nos vies, je crois qu'il y a un grand lien entre l'autonomie et les liens. Je vais vous en dire plus. Autonomy, relatedness, and competence. And then, Donc, les 3 besoins, l'autonomie, l'affiliation, et puis il faut voir comment vous exploitez, comment ça va soutenir ça. Donc, si vous soutenez l'autonomie, est-ce que vous êtes encouragé par l'affiliation avec de l'empathie? Est-ce qu'il y a de la compétence? Est-ce qu'on les gens qui vous donnent de la structure, qui vous donnent des échafaudages et jusqu'au point où vous recevez et donc avoir cette autonomie, filiation et compétence. Vous recevez donc une idée de forte motivation, vous allez avoir de la croissance, puis vous allez garder votre bien-être. Bon, je suis un petit peu en retard, donc je vais passer un petit peu. Alors, voici la théorie et la façon, ce sur quoi j'ai insisté dans cette théorie, c'est là où les gens vont chercher leurs objectifs. Et ça, j'ai fait ça avec des étudiants doctorants maintenant qui ont terminé leur doctorat. Donc, j'ai passé 20 ans à vraiment insister, à me centrer sur pourquoi on se fixe des objectifs, pourquoi on rate, on manque la cible tellement souvent. Et si vous ne pensez pas que c'est vrai qu'on rate, là, ben, je vous invite à revenir en arrière. Donc, on a fait ça de façon assez systématique. On a élaboré un paradigme de objectifs personnels. Donc, on sélectionne un moment de l'année où les gens se fixent des objectifs, par exemple, les étudiants à l'université, on leur demande de générer 3 objectifs personnels importants, puis on assure un suivi à travers 5 à 6 vagues pour voir si les gens font du progrès et pour relier ça au type de motivation et de soutien qu'ils reçoivent. Et voici des exemples du type d'objectifs que les gens ont à offrir dans nos études. Donc, les étudiants universitaires, c'est assez stéréotypique. Donc, d'étudier, de mieux réussir. Il y a de la diversité. Il y a des gens qui vont dire plus d'appel social.
ou d'objectifs sociaux. Et ce qui était assez frappant, c'est que les adultes, fixent davantage des objectifs santé. Par exemple, donc les résolutions annuelles, année après année, les 3 objectifs que les gens se fixent, s'ils sont des adultes, sont toujours arrêter de fumer, les plus populaires. Donc, aller faire une diète ou moins manger et faire plus d'exercice. Et ce sont des objectifs importants et significatifs. Et si ces gens-là faisaient ces 3 choses-là, on améliorerait nos vies de façon extraordinaire. Et lorsqu'on regarde ces études, tout de suite, ce qui on trouve et qui est assez surprenant, c'est que les gens nous parlent de leurs objectifs personnels quant à l'école, le travail ou leur santé. Et les premières choses que l'on trouve, c'est que plusieurs des objectifs ne sont pas vraiment personnels. Ils ne semblent pas venir de quelque chose que la personne désire faire ou auquel il attache une valeur. Plusieurs des objectifs qui étaient cités, ce sont des choses qu'on pense qu'on devrait faire. Et l'ironie, là, c'est que l'objectif est autogénéré, mais souvent, c'est pas endossé par la personne. Et comment est-ce que j'ai ça? Eh bien, on a une façon de demander aux personnes pour chaque objectif, jusqu'à quel point ils poursuivent ces objectifs-là pour quelles raisons. Et les premières raisons qu'on a eues, c'était les raisons autonomes. Donc, par exemple, pour retirer du plaisir, ça, c'est une excellente raison. Mais le problème, les objectifs de santé, bon, presque jamais, oh mon Dieu, si je vais prendre mes médicaments, je vais avoir beaucoup de plaisir. Donc, au lieu d'avoir des motivations intrinsèques et qui captent les questions qu'on pose au sujet de est-ce que vous pensez que c'est important, c'est valable, est-ce que ça représente ce qui vous êtes? Ça, ce sont vraiment des objectifs autonomes, pardon. Et puis, il y a les raisons contrôlées en position. Donc, l'autonomie, c'est au sujet d'un sens de la détention et de l'endossement personnel. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif qu'ils veulent vraiment faire au lieu d'avoir à le faire. Donc, on endosse cet objectif-là avec tout cœur au lieu de la moitié. Et c'est très important pour chaque objectif d'essayer d'évaluer jusqu'à quel point ce soit autonome ou contrôlé. Et la raison que c'est important, c'est que, étude après étude, on a pu démontrer que vous pouvez seulement faire du progrès à des objectifs où vous vous sentez autonome. C'est vrai que vous parliez de progrès sur des tâches du week-end ou avec l'école et progrès académiques sur l'année, ou si vous êtes dans un programme de perte de poids avec votre partenaire et qui sur 3 mois. Donc, et puis la même chose c'est pour la dépression. Le plus autonome votre objectif est, au lieu d'être contrôlé, le plus probable vous aurez du progrès. Et pourquoi est-ce que ça aide des objectifs autonomes? Principalement parce que le problème numéro 1 auquel on est confronté, c'est de poursuivre un objectif qui requiert des ressources en autocontrôle. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles elles sont limitées, ces restrictions. Et puis qu'on atteint souvent nos limites à peu près vers cette heure-ci de la journée, vers 14 heures. Et on perd notre autocontrôle. Mais la réalité, donc, c'est que nos vies sont tellement occupées et compliquées. Il y a tellement d'objectifs, y compris plusieurs objectifs contrôlés ou contrôlants qu'il faut poursuivre à chaque jour. Donc, la plupart de nos ressources, de notre autocontrôle y passe. Et donc, on est dépassé. Et c'est la raison pour laquelle on n'est pas capable de suivre une résolution de premier de l'an. La moitié des gens qui en fixent une, ils la perdent à la fin de l'année. À peu près 5 seulement réussissent à la poursuivre. Et c'est pas parce ce sont des gens paresseux ou autres. Non, c'est parce qu'on est surchargé. Et ce que j'ai pu démontrer avec mes collègues, c'est que lorsque vous faites attention au sujet des
objectifs que vous sélectionnez et que vous optez pour des objectifs en disant, « Ah, ça, c'est intéressant, ça, c'est significatif, ça a une valeur. » Et si vous faites attention à réduire les sentiments de contrôle et de pression, vous atteindrez cet objectif beaucoup plus probablement et vous sentirez beaucoup mieux au sujet de la poursuite de vos objectifs dans votre vie. Ça, je vais le passer. Ça, c'est ma mère est un bon exemple de la chose. Elle a commencé à faire de l'exercice. Elle fait de la randonnée. Elle monte sur des pôles, et puis elle marche dehors pour 1 heure par jour. C'est ce qui a été recommandé par le médecin. Puis elle a dit, « Es-tu malade, la randonnée avec des pôles? Oui, on ne peut pas faire ça. » Et donc, ma sœur et son mari sont allés, ils lui ont montré. Elle vit dans l'État de New York et puis la grande neige a commencé, elle a vu qu'elle ne pouvait plus faire de randonnée. Donc, elle a acheté une machine à marcher là, et elle l'utilise à l'intérieur. Mais vous savez combien j'ai investi dans des trucs que je n'allais jamais faire. Je pense qu'elle a donc de la motivation et du soutien autonome, ma mère. Et aussi, donc, la motivation, c'est souvent pas la bonne sorte, c'est contrôlé et il faudrait que ce soit autonome. Il faut vraiment endosser le projet, l'aventure dans lequel vous vous lancez. Deuxième secret, c'est qu'à chaque objectif que l'on a, il est partagé avec d'autres personnes. Tous nos objectifs personnels sont en fait interpersonnels. Et parfois, on va poursuivre un objectif. Moi, j'ai déjà fait, par exemple, je voulais faire un triathlon quand j'avais 40 ans et je l'ai fait avec des amis. Et de le faire avec des amis, ça facilite la chose. C'est plus le fun. Ça vous rappelle, c'est plus significatif. Et même si vos amis ne le poursuivent pas, cet objectif-là, je peux vous gager que quiconque de vos amis ou de vos familles, si vous leur dites quels objectifs vous importent, ils vont probablement vérifier auprès de vous. Donc, si par exemple, vous faites un régime et puis vos amis, vous allez probablement leur parler, ils vous ont probablement suggéré. Et donc, il y a beaucoup de preuves pour dire que c'est naturel de partager nos objectifs et nos poursuites d'objectifs avec les gens et que c'est santé et adaptatif parce que c'est une des façons dont on peut sous-traiter certaines des demandes d'autocontrôle. Et voici là où j'ai centré mon travail depuis les 10 dernières années parce que la plupart de nous, lorsqu'on essaie d'avoir du soutien pour les objectifs, on le fait d'une façon que je n'évalue pas comme étant idéale. C'est pas mauvais, mais on essaie d'être comme des renchérisseurs, comme des accompagnateurs, des coachs, mais directifs. Et donc, on évalue dans nos études. D'abord, on leur demande c'est qui les 2 personnes qui sont au courant de vos objectifs et qui essaient de vous soutenir. Eh bien, avec les étudiants universitaires, la première personne, c'est presque toujours leur mère. Rarement le papa. Et puis les amis, ça vient en 2e ou 3e. Mais qui est au courant de vos objectifs puis qui vous soutient. Et puis, on leur demande comment ils y procèdent. Jusqu'à quel point est-ce qu'ils vous aident à résoudre des problèmes sur votre objectif? Est-ce qu'ils vous le rappellent, cet objectif? Jusqu'à quel point est-ce qu'ils vous encouragent? Et ça, c'est du soutien directif. Et je pense que c'est ça ce qui vient le plus naturellement à nous tous. Et il y a un autre genre de soutien. Et dans la recherche sur la santé, ça a indiqué que c'est le soutien qui aide le plus. C'est un soutien plus invisible en nature. Ça s'appelle le soutien autonome, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans votre vie puis pour qui vous êtes important puis qui essaie de comprendre qui vous êtes. Il montre de l'empathie, donc il passe beaucoup de temps à vous écouter, à vous poser des questions, de sorte qu'il puisse vraiment comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites et comment. Et l'autre chose qu'ils font, c'est qu'ils s'arrêtent
d'être intrusif et de vous dire comment vous devriez poursuivre vos propres objectifs personnels. Donc, ils ont une frontière. Ils sont très intéressés, ils veulent savoir, apprendre ce que vous leur dites, mais ils n'agissent pas comme si c'était leur objectif à eux, c'est le vôtre. Et donc ça, on peut le mesurer, mais avant de vous donner les résultats, je vais vous donner un exemple personnel de ce qu'on ne devrait pas faire. Il y a 10 ans, mon épouse, à l'époque, je pense, à peu près 50 ans, moi j'ai 60, non, tu es un petit peu plus jeune. Donc, elle aimait vraiment courir et elle a décidé qu'elle voulait faire ça comme exercice. Et mon épouse est très méthodique et très prudente au sujet de tout ce qu'elle fait. Donc, elle a fait la recherche sur comment commencer à courir, puis elle a trouvé un programme. Et je trouvais que c'était un programme très détaillé, compliqué, puis c'était sur 10 semaines pour arriver à courir 20 minutes continuellement. Ma suggestion aurait été ça, puis cours pendant 20 minutes. Mais ma femme, elle avait des préoccupations réalistes sur des blessures aux genoux. Donc, elle a suivi ce plan. Donc, 1 minute, 2 minutes, les premières 2 minutes, puis après ça, 3 minutes, 2 minutes, 5. Et puis voilà, donc elle poursuivait, puis c'est toujours jusqu'à ce qu'elle arrive à 20 minutes. Donc, c'était un plan sur la marche et combiné avec la course. Et finalement, je dis, c'est assez compliqué, c'est détaillé ton affaire, mais peut-être que tu pourrais te simplifier. Elle dit, non, je vais le faire. Et elle l'a fait pendant à peu près 4 semaines. Et puis, la vie est arrivée. Les deux ont tombé malades. Puis, elle n'a pas pu en faire pendant 2 semaines. Puis, elle y est retournée. Mais elle est retournée à la première semaine. Et j'ai dit, ben non, tu ne peux pas retourner à la première semaine. Il faut que tu aies un choc. Il faut toujours que tu nages vers l'avant. Tu ne peux pas aller vers l'arrière. Donc, je pensais que je l'aidais. Mais ça, c'est du soutien directif. Ce que j'aurais dû faire, c'est, oh mon Dieu, c'est dur, Ellen. Mais raconte-moi, pourquoi tu veux retourner à la première semaine? Et puis, ah oui, je comprends, tu te préoccupes sur tes genoux. Oui, ouais, c'est une bonne idée. Et puis, si j'avais fait ça, mon épouse, 10 ans plus tard, elle serait encore en train de courir, mais elle a arrêté rapidement de courir après que je lui ai donné ce soutien. Et dans nos études, on réalise que c'est souvent comment ça se passe. Le soutien directif, ça arrête les gens dans leurs actions. Souvent, ça n'a pas, en tout cas, d'effet positif ou négatif. Et ou parfait, ou si c'est un parent ou un copain, une copine, c'est désastreux comme effet. Ou c'est un mari. Mais d'habitude, si c'est un mari, puis ils ne sont pas vraiment investis dans vos objectifs, c'est neutre. Mais le soutien autonome, c'est vraiment très aidant, étude après étude. On fait plus de progrès, on a plus de bien-être et votre relation est améliorée. C'est vraiment bien d'avoir quelqu'un qui vous écoute et qui fait attention au lieu d'avoir quelqu'un qui vous dit comment faire. Et souvent, récemment, dans nos études, pas en utilisant des mesures d'auto-rapport, mais d'autres mesures, des vidéos et autres, on a vu que le soutien autonome est bénéfique également pour la personne qui fournit le soutien. Donc, ça rebondit, puis ça améliore leur motivation à eux aussi. Donc, ils deviennent plus autonomes. Et dans ce secteur de la recherche, plusieurs des recherches insistent sur comment ça aide. Et il y a comme un modèle qui a été confirmé à maintes reprises. Donc, ça commence avec le soutien autonome ou de l'autonomie. Après, ça mène à la motivation autonome et à des résultats positifs santé. Physiologique et psychologique. J'ai fait plein d'analyses, méta-analyses avec des contrôles randomisés, etc. Et c'est très confirmé. Et alors, je voudrais dire que mes étudiants également ont fait
une étude qui dit que ça ne va pas juste du soutien à l'autonomie, à la motivation, mais c'est également un modèle dynamique réciproque. Donc, si je suis plus autonome, mon épouse, ma fille, mon ami, fort probablement me fournira davantage de soutien autonome et ça me rend encore plus autonome. Et ça élicite encore plus de soutien autonome, puis le cycle se poursuit. Et pendant que le cycle se poursuit, il y a toujours un résultat positif et plus d'atteinte de succès vers l'objectif. Et donc, c'est un phénomène de collaboration. Donc, la façon dont vous vous comportez et les autres y réagissent, l'ingrédient essentiel, c'est l'affichage d'autonomie et de soutien de cette démonstration. On a également montré que certains traits de personnalité rendent la chose possible. S'il y a deux grands traits qui manifestent de la maturité, vous les en avez tous, il y a le fait d'être agréable, la conscience. Donc, un, c'est plus au sujet, c'est pas au sujet d'être une personne oui. Si vous êtes une personne dans l'attachement insécure, probablement que vous êtes plus porté sur l'autonomie. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça vous montre la valeur des théories d'autodétermination et également de l'autonomie collaborative. Mais il y a à peu près 2 ans, je vais terminer dans à peu près 5 minutes ou quelques, j'ai fait une expérience personnelle qui a vraiment changé ma vie de travail. Lorsque la pandémie COVID-19 est survenue, j'étais en état de choc et encore là, donc j'ai encore été surpris hier lorsqu'on a vu qu'on allait entrer dans une 5e vague avec Omicron. D'habitude, je suis une personne assez introvertie, gênée, réservée comme professeur, mais pour une raison, j'ai toujours aimé George Costanza et j'ai dit, je vais faire le contraire. Donc, je me suis promis le 1er avril 2020 que j'allais dire oui à toute demande de parler de motivation, si ça allait aider quelqu'un dans leur motivation, leur travail. Et j'ai tenu ma parole. Et ma vie a changé, car tout d'abord, j'ai commencé à parler au public de McGill, puis j'ai parlé aux diplômés, et un à qui j'ai parlé travaillait au Centre de ressources communautaires pour les Noirs. Elle était très préoccupée de la collectivité noire pendant la pandémie et elle me demandait si je pouvais les rencontrer. Je suis allée et j'ai commencé à faire de la recherche communautaire. On a un excellent partenariat. Et j'ai dit oui à d'autres trucs. La Société de musique Sazuki, qui m'a rejoint sur la motivation pour devenir un pianiste à 5 ans pendant la pandémie. Et l'UQAM m'a demandé de parler, alors s'adresser au département de psychologie, Concordia, m'a demandé d'adresser la parole au conseiller psychologique pour les gens de 20 ans qui étaient embarrés dans la maison de leurs parents. Puis la Gazette m'a rejoint et CBC, Noon Radio m'a appelé et donc j'ai été invitée 4 fois sur chacune des vagues et je viens de recevoir un autre appel pour faire encore une autre émission demain sur la 5e vague. Alors, c'est l'association jamaïcaine qui a organisé des maisons ouvertes sur la vaccination. Et j'ai participé et j'ai eu un atelier sur la motivation, donc interviewer les changements, sur la résistance, l'hésitation. Et c'était vraiment très significatif et intéressant. Et la recherche que j'ai faite, donc, en grande prédominance pour 30 ans. Et donc,
je ne sais pas comment d'autres chercheurs restent motivés parce qu'il y a beaucoup de la recherche qui est tellement éloignée des gens. Mais donc, je vais parler quelques des études et je ne vais pas trop y aller longtemps, mais la première qu'on peut trouver sur le site web Quest Find, c'est une vidéo de 20 minutes. Je pense que j'ai fait un bon travail là-dessus. Donc, je vais juste écouter la vidéo et ça va du désespoir euh, à l'espoir, pardon. Et donc, on voulait voir l'impact terrible psychologique de la pandémie de la COVID sur les jeunes. Et j'étais surpris de voir les jeunes étaient les plus atteints en termes d'anxiété, dépression. Et c'était vraiment très vrai parmi les jeunes noirs. Donc, on a commencé à faire ça, mais c'était collaboratif. Puis, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Puis, pendant qu'on se rencontrait, il y a eu l'agression sur George Floyd et le mouvement Black Lives Matter a repris. Et rapidement, ça a rejoint Montréal. Et c'est devenu quelque chose d'inouï. Donc, c'est vraiment très triste que ça a été nécessaire et que pendant que le mouvement était en train, qu'il y avait plus de jeunes noirs qui se faisaient tuer par la police, mais la façon dont les jeunes noirs et plusieurs autres minorités visibles et aussi des jeunes blancs se sont mobilisés pour essayer de faire quelque chose à ce sujet-là. Et malgré que c'était frustrant et fatigant de voir ça qui se poursuivait, ce qu'on pensait, c'est qu'il y avait quelque chose qui énergisait puis mobilisait et les jeunes, d'une façon ou d'une autre, ont pu émerger du phénomène d'être admiré en restant à la maison pendant la COVID tout le temps, et sortir de leur tanière, donc. Et finalement, on a pu montrer donc que, comme les jeunes adultes, on est capable jusqu'à un certain point de transformer leur expérience et de récupérer en raison du mouvement Black Lives Matter. L'autre chose intéressante, et ça c'est vraiment très important pour les gens ici présents aujourd'hui, vos préoccupations au sujet des groupes minoritaires linguistiques et ethniques. Et ce que l'on a fait, c'est que non seulement on a mesuré l'autonomie personnelle, mais on a mesuré la perception de l'autonomie de vos groupes. Donc, on a mesuré jusqu'à quel point les jeunes noirs se sentaient comme d'autres groupes dans des plus grandes sociétés qui leur permettaient de participer pleinement dans la vie du Québec et leur permettaient d'avoir accès à toute l'information au sujet de la COVID et comment on pouvait la comprendre. Et ce qu'on a trouvé, ça nous a surpris. On l'a trouvé à 3 reprises maintenant. C'est que pour que les jeunes adultes noirs, ce qui était le plus important, c'était leur perception à savoir que la collectivité noire était soutenue dans son autonomie et sa compétence et son affiliation. Et ça dépassait. On n'a pas trouvé d'effet pour l'autonomie personnelle. C'était vraiment plus important comment le groupe se sentait ou allait. Et je pense que c'est parce que c'est un groupe tissé serré. Et ça suggérerait donc qu'une des façons dont on peut rejoindre la collectivité noire, par exemple, en ce qui a trait à la vaccination, c'est d'insister sur la façon dont l'autonomie n'est pas juste au sujet de moi, mon indépendance, mon... Nous sommes des animaux sociaux. Nos espèces
sont conçus pour vivre en petits groupes et vivre de façon harmonieuse. On s'entend, puis on veut avancer, mais toujours dans l'intérêt principalement du groupe. Et ce que j'ai appris des autres groupes avec lesquels j'ai travaillé, c'est que les collectivités noires insistent sur le communisme, le féminisme, et le nous est plus important que le moi. Et c'est un débat parce que la collectivité noire fait moins confiance aux autorités de santé. Donc, ils s'inquiètent lorsqu'il y a un nouveau vaccin. Et ce que j'ai appris, c'est que ce manque de confiance n'est pas juste historique, c'est une réalité présente. Et donc, presque chaque jeune noir adulte a un membre de sa famille qui est allé à la salle d'urgence et a vécu ce qu'il pensait qu'était de la négligence ou parfois la discrimination. Et donc, il y a comme un obstacle. Explains why for Je young crois que adults, ceci explique la raison pour laquelle les jeunes adultes noirs euh, ont, ont reçu tant de répercussions de la pandémie. Un deuxième élément ici, grâce à l'infusion de financement de la part d'HCOM, je les remercie, nous avons pu comparer les résultats par rapport à des jeunes adultes noirs, anglophones et francophones. On a pu se pencher sur leurs difficultés d'accès aux soins de santé. Une chose que j'ai appris, c'est que malheureusement, en fait, je crois qu'il n'y a pas tout à fait un écart par rapport à la communauté francophone et anglophone. Le problème, donc, ici, les Québécois noirs anglophones, on peut se sentir comme une double minorité. Donc, il y a un enjeu d'intersectionnalité. On peut se sentir davantage discriminé à cause de la couleur de la peau et à cause de la langue. On peut aussi faire face à des enjeux systémiques qui rendent cela plus difficile d'avoir accès à des soins, à des solutions et d'avoir donc certaines problématiques qui soient négligées. Nous avons mené un projet de recherche avec le BCRC, donc Noir au Québec était le titre de l'étude. Dans cette étude, nous avons observé des grands écarts et dans la conférence, j'ai appris justement que les différences entre minorités linguistiques sont courantes et c'est même courant au sein de groupes racisés. Mais en gros, on perçoit davantage de problématiques lorsqu'on est en minorité linguistique. Il y a moins aussi d'écoute, de soutien à l'autonomie, moins d'encouragement de ce type-là lorsqu'on parle anglais par rapport au français. Et les gens donc avaient un taux de satisfaction moindre. Je pense que tout cela vient s'imbriquer à l'ensemble des sujets qu'on a abordés. Et je pense que la théorie de la motivation peut nous apporter un éclairage appréciable. Donc, je vais vous expliquer en quoi la théorie d'autodomination est pertinente. Et s'il vous plaît, ne le dites pas, mais je peux vous envoyer le livre SDT. Donc, j'en ai une copie, un exemplaire électronique et vous pouvez télécharger les chapitres qui vous intéressent. Ne le dites pas à la maison d'édition, s'il vous plaît. Je vous encourage aussi à consulter le site web à l'écran. Et j'aimerais vous dire que je serais très heureux de collaborer avec qui que ce soit. Je suis Richard Costner. Je suis vraiment quelqu'un qui veut faire partie
de cette minorité linguistique et qui veut y contribuer. Donc, si vous vous intéressez à des questions de motivation, faites-moi signe. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kessner. Très intéressant. Énormément de ramifications par rapport au travail qui est fait, à l'intersectionnalité, de la couleur de peau, de la langue, tout ça. Donc, il y aura probablement des questions. J'encourage les gens à les poser dans le clapardage. Malheureusement, bon, on doit conclure. Aucun problème, les gens peuvent me contacter par courriel. Super, excellent. Et à Dialogue McGill, on va aussi prendre note des questions posées et on pourra y répondre. Alors, merci beaucoup d'avoir été si généreux de votre temps. J'aimerais faire une annonce. Nous avons 4 évaluateurs indépendants des affiches présentées aujourd'hui. Le gagnant, donc, de la meilleure affiche a été accordé à l'affiche numéro 6, bénéfice de soutien à l'autonomie pour les communautés noires. Donc, David Fang-Lafrenière et Kessner. Alors, félicitations à cette équipe. Ah, vraiment, ce n'était pas prévu. Oui, tout à fait, ce n'était pas arrangé avec le gars des vues, comme on dit. On est très, très heureux. Alors, bravo à l'équipe de M. Kessner. Merci à tous ceux qui ont présenté leurs affiches. C'était très agréable. J'aimerais Santé Canada et le Bureau des langues officielles est un bailleur de fonds et partenaire. J'espère vous voir l'année prochaine. Nous allons vous envoyer un lien par rapport à votre évaluation et vos suggestions pour nos événements. Merci beaucoup aux représentants de Santé Canada, du M3S, des institutions en soins de santé, en services sociaux, groupes communautaires, institutions et un tas d'autres intervenants du milieu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. J'espère que ces 2 demi-journées vous ont été profitables. Merci beaucoup de nouveau à l'ensemble de nos conférenciers. Je vous souhaite un magnifique après-midi. Au revoir.